Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. On va bientôt commencer cette plénière. Je vous remercie de vous installer. Comme dans la session précédente, ceux qui sont un peu loin sont invités à venir un petit peu plus près pour mieux partager ce moment. Donc on arrive à la fin de ce 38e congrès de la FNCCR. Sur ces écrans qui nous entouraient depuis 2 jours, il y avait pas mal de mots au début du congrès qui avaient passé, qui avaient éclairé quelque part cette édition du congrès. Moi, j'avais retenu mutualisation, expertise, confiance, mobilité, enfin, il y en avait bien d'autres. Et tous ces thèmes ont donné lieu à beaucoup d'échanges pendant les 3 jours, des échanges très riches. On peut ajouter le mot convivialité, puisque hier soir, on a tous profité d'une belle soirée à Saint-Malo. Alors pour cette dernière ligne droite, on va voir 2 moments forts ici dans cet auditorium des Jacobins. Un premier qui va être un échange avec Édouard Sauvage d'Engie et en présence du président Xavier Pintat. Et puis un deuxième qui sera la clôture avec une allocution de la ministre Caroline Cayeux. On va tout de suite démarrer avec vous, Monsieur le Président, pour un petit mot d'introduction à Édouard Sauvage, donc, qui est directeur général adjoint d'Engie en charge des activités d'infrastructure qui inclut notamment GRDF, GRTgaz, Storengy et LNG. C'est quand même pas rien. Merci. Donc, monsieur le directeur général adjoint, je suis extrêmement heureux de vous retrouver parmi nous à l'occasion de notre 38e congrès national de notre fédération. Vous nous connaissez bien, vous connaissez bien notre fédération, car nous avons beaucoup travaillé ensemble. Vous étiez d'ailleurs déjà des nôtres lors de notre précédent congrès de Nice, mais dans vos fonctions précédentes, qui étaient celles de directeur général de GRDF. Comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer mardi matin avec celle qui vous a succédé, Laurence Poirier-Diès, la FNCCR, France Urbaine et GRDF ont ouvert sous votre égide, avec succès, le chantier de l'élaboration d'un nouveau modèle de contrat de concession qui a trouvé son aboutissement final il y a quelques semaines avec l'approbation par nos instances dirigeantes. Catherine MacGregor, la directrice générale d'Enedis, que j'ai rencontrée au cours de l'été, a été retenue par l'agenda énergétique très contraint, on le comprend, et que l'on imagine dans le contexte actuel, ce qui nous vaut le plaisir de vous recevoir comme représentant cette fois d'Engie dans le cadre de ce congrès de Rennes. C'est donc cet opérateur majeur, issu de l'ancien Gaz de France, mais aujourd'hui présent sur l'ensemble des filières énergétiques, que nous allons entendre par votre voix. Le paysage de l'énergie paraît aujourd'hui bien sombre et les défis à relever se multiplient. La tradition énergétique s'est imposée au fil des années comme le cadre de référence dans lequel doivent désormais s'inscrire l'ensemble de nos choix politiques. Les canicules, les incendies, la sécheresse, les orages violents subis l'été dernier, nous en ont rappelé avec insistance et parfois de manière tragique l'impérieuse nécessité. L'Union européenne nous a assigné des objectifs logiquement de plus en plus exigeants en termes d'énergie renouvelable et de sobriété énergétique. Ainsi, à l'horizon 2050, nos émissions de gaz à effet de serre devront avoir été réduites de 50% par rapport au niveau de 1990. Mais la route sera longue, difficile, et nous sommes d'ores et déjà en retard par rapport à des objectifs plus proches. Ainsi, par exemple, la puissance éolienne installée en France en 2022 dépasse à peine 70% de l'objectif qui était prévu pour 2023. Selon toute probabilité, donc, cet objectif ne pourra être atteint. À ces enjeux environnementaux majeurs se superpose depuis février 2022 une préoccupation nouvelle, celle de l'indépendance énergétique, dont la guerre russo-ukrainienne ranime l'acuité, alors qu'on avait un peu perdu de vue cet aspect depuis des années. Il en résulte donc à la fois un risque de pénurie d'énergie de réseau, accentué par un niveau élevé d'indisponibilité des centrales nucléaires, et aussi une augmentation rapide de leurs prix. Cette envolée des prix du gaz et de l'électricité est très vivement ressentie, monsieur le directeur général, par les collectivités et leurs groupements qui sont confrontés aujourd'hui dans nos communes et dans les collectivités à des hausses vertigineuses à l'occasion du renouvellement de leur marché public notamment. D'évidence,
des réformes ambitieuses de nos systèmes énergétiques, de nos modes de production et de nos consommations d'énergie sont désormais indispensables. La FNCCR a toujours été critique sur l'organisation du système électrique qui ne permet pas, dans le contexte difficile que l'on connaît, qui ne permet pas aux consommateurs français de bénéficier du juste retour sur investissement de son mix de production, puisqu'ils payent l'électricité à un prix beaucoup plus élevé que le prix moyen de l'électricité produite en France. Ce qui n'est pas normal, car notre électricité est largement décarbonée, donc beaucoup plus vertueuse que l'électricité produite à un prix élevé en Europe centrale ou en Europe orientale et qui sert aujourd'hui de référence au marché. Donc je crois qu'il va falloir, mes chers amis, inventer de nouvelles façons de vendre, d'acheter de l'énergie, à l'instar d'ailleurs des contrats à long terme qu'on appelle les PPA, qu'Engie d'ailleurs et notre fédération appellent de leurs vœux. En matière gazière, nous soutenons le développement de la filière du biogaz, mais nous craignons beaucoup que celle-ci soit peut-être une victime collatérale de la remise générale de la place du gaz fossile dans le mix énergétique. Donc il va nous falloir être très attentifs. Engie est directement ou via ses filiales comme GRDF, GRTgaz ou Storengy un acteur central sur les divers maillons de la chaîne énergétique, depuis la production jusqu'à la consommation. Nous sommes donc particulièrement intéressés par les choix stratégiques du groupe Engie et son positionnement sur les enjeux majeurs que je viens de rappeler. Nous allons donc vous écouter, Monsieur le Directeur Général adjoint, avec beaucoup d'attention, avec une grande attention. Et donc, encore une fois, je voudrais, au nom de la Fédération, de tous nos adhérents, vous remercier très vivement d'avoir accepté de nous consacrer un moment et puis d'avoir accepté aussi un échange après votre intervention liminaire. Voilà, et comme le temps c'est très vite, je vais vous passer la parole et je demande à nos amis dans la salle de vous applaudir pour vous remercier de votre présence ce matin. Merci, Président. Alors, je rassure la salle, je ne m'applaudissais pas, j'applaudissais le président Pinta pour son introduction, que je trouve tout à fait remarquable. On reconnaît bien votre connaissance du monde de l'énergie et votre capacité à aller à l'essentiel et à soulever les enjeux majeurs. Donc, Président, merci beaucoup de cette invitation. Et effectivement, je suis très heureux de pouvoir être parmi vous. Je suis très heureux d'intervenir devant les vrais piliers, ceux qui restent jusqu'au dernier moment au Congrès. On sait bien que les agendas de tous sont toujours difficiles et ça m'a donné effectivement l'occasion d'apprécier notre soirée de gala hier. Je me permets de dire notre, parce que j'ai vraiment senti cet élan collectif et cette joie de tous les participants d'être à nouveau réunis et de pouvoir échanger dans ces périodes, vous l'avez souligné, extrêmement difficile et je crois que vous aviez donné en thème à ce congrès, se réinventer ensemble. Pour le ensemble, c'est gagné. Se réinventer, ça va être un travail de longue haleine, ça va prendre beaucoup de temps, mais je ne doute pas que nous allons tous rebondir. Alors, en regardant les panneaux, et je vois le graphiste qui est en train de travailler, je me suis dit ça va être difficile de ne pas répéter des choses qui ont déjà été dites, parce que oui, bien sûr, on est tous confrontés à une situation sans précédent dans le domaine de l'énergie et je vois bien que tout le monde l'a souligné. En même temps, ne pas le dire n'est pas possible. Donc je voudrais évidemment profiter de cette possibilité que vous m'avez donnée de présenter la vision d'Engie dans cette situation avec un axe pour nous tout particulier qui est évidemment notre sentiment de l'impact de cette crise pour les clients. J'avoue que j'avais été même un peu surpris au tout début quand on a vu les prix de marché de l'électricité et du gaz atteindre des niveaux sans précédent. Une certaine apathie finalement dans la réaction des uns et des autres, liée au fait que beaucoup de clients avaient, avec précaution, sécurisé des prix fixes pour une certaine durée, que les gouvernements avaient mis en place des systèmes de bouclier tarifaires pour limiter cette hausse pour les clients particuliers. Donc évidemment, il n'a pas été sensible tout de suite. Malheureusement, aujourd'hui, on y est. Et c'est vrai qu'il va falloir que tous collectivement,
on trouve les bonnes solutions pour faire face à cette crise dont les impacts sont majeurs dans tous les secteurs, les clients industriels comme les collectivités locales, les acteurs publics ou évidemment tous nos concitoyens. Alors, vous l'avez souligné, cette crise est extrême parce que finalement, on a vécu cette année les 3 scénarios extrêmes que chacun avait en tête, en espérant qu'ils n'arriveraient jamais. Alors, première crise, vous l'avez dit, crise climatique. Quasiment nos barrages, vous savez qu'Engie est le 2e opérateur hydraulique en France. On est un très important opérateur hydraulique au Portugal. On a eu des productions qui dépassaient la probabilité centenale. Donc, en gros, dans toutes nos statistiques, ce qui est arrivé en termes de pertes hydrauliques cette année ne devrait pas arriver statistiquement. Alors, parce que nos modèles sont basés sur des modèles historiques, donc on voit bien l'impact du réchauffement climatique, mais ça nous amène à revoir complètement qu'est-ce que ça veut dire de faire face, notamment dans les filières renouvelables, à des scénarios climatiques inattendus, et au-delà de l'hydraulique, qui a fait face à une situation jamais vue jusque-là. On sait aussi que la production éolienne a été en deçà de ce qu'elle est, alors pas complètement absurde d'un point de vue statistique, mais en deçà. Et donc là aussi, enjeu majeur sur cet enjeu climatique. Deuxième choc, plus visible aussi, même si je pense que l'enjeu climatique a été vécu par tous, c'est évidemment le choc géopolitique. Vous le savez, vous avez rappelé que nous sommes chez Engie en partie l'héritier de Gaz de France, pas que de Gaz de France, mais aussi de Gaz de France. De tout temps, la politique des pouvoirs publics et de Gaz de France, c'était de dire qu'il faut être capable de faire face à un incident géopolitique qui nous priverait d'une source majeure d'alimentation de gaz. Ça n'était jamais arrivé jusqu'à cette année, c'est arrivé cette année, puisque vous le savez, il n'y a plus aucun flux de gaz russe vers la France. Heureusement, et j'y reviendrai plus en détail, nous étions préparés à cette situation, donc globalement, nous avons pu y faire face, mais là aussi, c'est un incident sans précédent. Et il se cumule, vous l'avez rappelé, à un 3e incident, qui là aussi avait été annoncé par l'autorité de sûreté nucléaire, de dire « nous ne sommes jamais à l'abri d'avoir une découverte générique sur une partie du parc nucléaire qui amènerait à devoir arrêter des réacteurs, parce qu'évidemment la sûreté est le plus important. » Et donc on a cumulé la même année ces 3 événements pas totalement inattendus, puisque certains, on savait que le risque existait, mais en tout cas on ne les avait jamais vécus. Et quelque part, vous avez raison de souligner que la situation est sombre, mais je pense qu'il faut être fier, parce que pour l'instant, l'éclairage fonctionne toujours, l'électricité est toujours là, tout le monde est toujours chauffé. Donc, se dire que l'ensemble du système énergétique, de tous ces acteurs, ont réussi à faire face au cumul des 3 situations les pires qu'on avait dans nos scénarios, c'est quand même, il faut le souligner, une grande réussite, et tout le monde y a pris sa part, absolument tous les acteurs, et je crois que c'est important. Alors, ces 3 scénarios, évidemment, je le rappelais, ça a eu comme conséquence une flambée des prix sans précédent, sur lequel j'y reviendrai, mais ça a aussi rappelé l'enjeu crucial de sécurité d'approvisionnement. Donc, vous l'avez souligné, ça a été évidemment pour Engie, aussi bien en tant qu'acheteur de gaz, un challenge énorme, qu'en tant que gestionnaire d'infrastructures à travers toutes ses filiales. Alors, en tant qu'acheteur de gaz, nous avons immédiatement réussi à diversifier nos approvisionnements en achetant du gaz naturel liquéfié auprès de l'Algérie, des États-Unis et quelques cargaisons supplémentaires qui ne viennent plus en Asie et qui ont pu être revenues vers la France. Et également maintenir un très très haut niveau de performance et de disponibilité des infrastructures gazières. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que typiquement Storengine, notre filiale de stockage de gaz, ces dernières années, la discussion que nous avions avec les pouvoirs publics, c'était de nous dire, avec les consommations de gaz qui vont baisser d'ici 2050, expliquez-nous quel stockage vous allez fermer quand. Le discours a complètement changé. Là, on est évidemment passé dans est-ce que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas rapidement réouvrir de nouveaux stockages ou ouvrir de nouveaux stockages, ce qu'on a étudié et ce qu'on va essayer de faire. Et surtout, un point qui a peut-être été, qui n'est pas assez souligné, la règle de fonctionnement des stockages d'un point de vue économique avait complètement changé, puisque nous étions passés dans un système de régulation des stockages qui nous permettait de garantir la viabilité et un prix permettant à tous les acteurs de trouver un intérêt économique à alimenter les stockages. Cette régulation, et je voudrais remercier aussi bien les services du ministère, le gouvernement, que le régulateur, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, je pense que c'était la bonne vision. C'est la vision qui consiste à dire qu'une infrastructure essentielle ne peut pas être totalement laissée aux forces du marché, parce que les forces du marché,
Il y a des années où ces infrastructures sont essentielles, d'autres années où elles le sont moins, et donc cette volatilité n'est pas bonne. Et grâce à cette régulation, les stockages étaient présents, ils ont été tous réservés, et ils sont tous remplis. Je parlais évidemment du sérieux de la profession. Engie a réservé ses capacités, les a remplis, et effectivement on atteint, alors on n'est pas exactement à 100% parce qu'il faut laisser un petit peu de place pour les jours qui viennent, au cas où il y a un redout. Mais tous les acteurs ont été très sérieux, et je voudrais souligner le professionnalisme de toute la famille gazière. Vous avez vu des prix volatiles bouger dans tous les sens, les écarts entre cette année et l'année prochaine ont été positifs, négatifs, etc. Les stockages se sont remplis très régulièrement tout au long de la période d'injection, ce qui veut dire que tous les acteurs économiques du monde gazier ont assuré en priorité cette sécurité d'approvisionnement et ce souci de leurs clients. Deuxième élément qui nous permet de faire face à cette crise, c'est évidemment les terminaux méthaniers. Engie, à travers sa filiale Engie, exploite 3 terminaux méthaniers en France. Taux d'utilisation, plus de 95% cette année. Nous avons battu tous les records historiques d'utilisation de nos terminaux méthaniers. Et là aussi, il y a quelques années, on était tombé à des taux d'utilisation en dessous de 50%. Certains se posaient la question en disant, mais faut-il garder ces terminaux méthaniers? Et là, la réponse est évidente et elle est économique. Depuis le début de cette crise, grâce aux terminaux méthaniers, les écarts de prix pour l'année prochaine ou pour les jours qui venaient sont durablement autour de 20 € pour le gaz, 20 € par mégawattheure entre la France et l'Allemagne. Alors ça, c'est grâce aux terminaux méthaniers, puisque vous le savez, l'Allemagne n'a pas de terminaux méthaniers, n'a pas pu acheter du gaz naturel liquéfié. 20 €. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, donc le terminal, par exemple, le terminal de Fos, qui est le plus récent, avec cet écart de prix, ça veut dire que les acheteurs, en moins de 6 mois, ils ont gagné en économie sur leur facture de gaz le coût du terminal. Moins de 6 mois, un terminal qui fonctionne 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Aujourd'hui, ce matin, je regardais les prix, l'écart est de plus de 100 € pour la livraison demain, entre les prix en France et les prix en Allemagne et en Autriche. À ces niveaux-là, c'est en quelques jours que vous rentabilisez une infrastructure comme un terminal méthanier. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est finalement la valeur d'usage des infrastructures, et vous avez raison de le souligner, la valeur d'usage de ces réseaux, eh ben, elle apparaît justement dans ce côté assurantiel et la valeur de crise. Cette crise nous montre à quel point de la redondance dans les infrastructures, donner de la valeur à une sécurité stratégique, comme toute assurance, ça n'a de la valeur que quand on en a besoin. Mais on s'aperçoit que quand on en a besoin, cette valeur est quasi infinie. Vous le voyez, en quelques jours, on paye économiquement la construction d'un terminal méthanier ou la construction d'un nouveau stockage. Et donc c'est cet ordre de grandeur qui est important et c'est ça qui fait qu'il est prioritaire dans tous les débats qu'on peut avoir. Et, Président, je voudrais vraiment vous remercier des mots que vous avez dit sur le nouveau contrat de concession de GRDF, en m'en attribuant une partie de la responsabilité. Je voudrais remercier toutes les équipes de la FNCCR, tous les élus qui se sont impliqués, toutes les équipes de GRDF, parce que je sais que c'est cette vision partagée, cette capacité à dialoguer pour définir ensemble quelles sont les infrastructures essentielles pour notre pays en matière d'énergie. Alors du coup, oui, effectivement, les stockages sont pleins, les prévisions de déchargement de GNL sont là, donc il n'y a pas d'inquiétude majeure sur la sécurité d'approvisionnement en gaz pour la France, pour l'hiver qui vient, quels que soient les scénarios plus à l'est. Par contre, il faut évidemment économiser l'énergie pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a qu'en baissant la demande qu'on arrivera à rebaisser les prix et à arriver à un niveau de prix acceptable pour tout le monde. Donc cette sobriété est essentielle et cette sobriété doit s'appliquer au gaz et aussi à l'électricité. Vous le savez, et je suis parfois étonné d'entendre certains dire « Ah mais non, en électricité, ça n'est qu'un problème de pointe ». Non. Aujourd'hui, dans la situation sans précédent que nous vivons aujourd'hui, tout kilowattheure économisé, même la nuit, c'est un kilowattheure qui permettra de déplacer des énergies fossiles, de consommer moins de gaz ou moins de charbon. Je vérifiais, cette nuit, la France a importé l'électricité toutes les heures de la nuit. La France a fait fonctionner toutes ses centrales à gaz pendant toutes les heures de la nuit. Et évidemment, en ce moment, on importe 7 gigawatts. Donc oui, chaque kilowattheure d'électricité économisée, ça sera 2 kilowattheures de gaz économisés. C'est un message que je pense qu'il est important qu'on porte bien collectivement auprès de tout le monde, parce que ce n'est pas le message auquel on a été habitué, parce que ce n'était pas la réalité du monde d'il y a quelques années, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et donc effectivement, les efforts de tous seront essentiels. Et je le redisais, même les particuliers qui sont en partie protégés par le bouclier tarifaire, même si
Les factures de gaz et d'électricité ont toujours été des factures lourdes pour un certain nombre de ménages et la précarité énergétique est un enjeu clé. Il faut qu'ils fassent ce que certains appellent des petits gestes. Oui, l'eau chaude sanitaire, baisser la température de chauffage. Typiquement, si tous les logements français baissent de 1 degré, gaz et électricité, mais j'insiste sur le gaz et électricité, ça fait une économie globale à l'arrivée qui est à peu près ce que la France achetait aux Russes avant le début de la guerre. Donc c'est des montants très significatifs et c'est l'effort de tous, l'effort de sobriété de tous, où vous tous, vous avez un rôle à jouer pour porter ce message qui permettront effectivement de baisser les prix des énergies et du coup de préserver l'industrie européenne qui souffre énormément. Dans ce contexte, Engie évidemment va mettre en place un certain nombre d'actions vers ses clients et je le soulignais, depuis le début de cette guerre, on est très sensible aux difficultés de nos clients. On a annoncé ce matin le lancement d'une toute nouvelle offre, mon bonus Engie+, avec l'idée de lancer des messages d'alerte et de faire un espèce de concours temporaire pour créer du dynamisme, créer de l'émulation dans ce domaine. Ça va s'ajouter à ce qui existait déjà, Ma Conso+, qui est des solutions d'optimisation de conso électrique, et évidemment toutes les offres, mon pilotage gaz ou mon pilotage élec, proposées aux particuliers. Et en complément là aussi, pour les particuliers, essayer d'accélérer sur l'autoconsommation solaire, qui a évidemment un grand succès, donc avec notre offre MyPower. Accompagnement évidemment de tous les clients professionnels dans leur décarbonation à travers toutes nos offres diverses et variées et un certain nombre d'efforts, abondement du bouclier tarifaire gaz avec également un abondement du chèque énergie de 90 millions d'euros qui a été annoncé en milieu d'année. Je rappelle aussi que le bouclier tarifaire, c'est un effort de trésorerie très important pour tous les fournisseurs de gaz. Pour un groupe comme le nôtre, c'est 1 milliard d'euros, alors qui sera remboursé par l'État un jour, mais c'est bien nous qui faisons l'avance. Et là aussi, le fait d'avoir rempli les stockages, c'est un besoin de trésorerie de plus de 2 milliards d'euros supplémentaires par rapport à ce qu'on faisait historiquement. Donc un effort financier très important pour Engie, nécessaire et légitime, et que nous complétons également pour les PME, qui sont en première ligne de ces difficultés financières, par un fonds de 60 millions d'euros pour abonder les plans de redressement de PME en difficulté qui ne pourraient pas faire face à cette crise de l'énergie. Mais au-delà de ces efforts de solidarité de court terme, la solution, c'est évidemment d'accélérer la transition énergétique. Alors, vous avez mentionné le biométhane. Au début, je voulais le mettre en dernier, mais je vais quand même le mettre en premier, parce que vous savez que j'y suis très, très attaché, et dans mes fonctions précédentes, je m'en suis fait l'avocat. Oui, d'ici une dizaine d'années, on peut imaginer que le biométhane en France remplace tout ce qu'on achetait aux Russes avant la guerre. Ça doit être notre objectif, et c'est évidemment très important. Et dans ce cadre, vous le savez, au-delà de tous les efforts faits par GRDF ou GRTgaz, Engie, et notamment Engie Bios, dont le siège est à Rennes, a déjà 600 gigawattheures par an de production à l'intérieur, vous le savez, d'une situation où maintenant on est à presque 8 TWh de production annuelle du biométhane injecté dans les réseaux, ce qui est, vous soulignez les retards de l'éolien par rapport à ses ambitions. Le biométhane, c'est la seule énergie renouvelable qui est en avance par rapport aux ambitions que lui avait données le gouvernement. Alors, à l'époque, je ne les trouvais pas assez ambitieuses, donc c'est bien la preuve que toute la profession s'est mobilisée, et en plus, pour un biométhane vertueux, vous savez que pour nous, ça a toujours été très important, jamais au détriment de la sécurité alimentaire et dans une logique de valorisation des déchets et d'insertion dans les territoires. Mais pour Engie, la solution vient de toutes les possibilités. Depuis toujours, nous sommes convaincus qu'une bonne politique énergétique passe par la diversification des vecteurs énergétiques et par la diversification, évidemment, des approvisionnements énergétiques. C'est pour ça que nous avons été les plus ambitieux dans le déploiement du solaire. Nous sommes aujourd'hui, Engie, le premier producteur de solaire en France avec 1,2 gigawatts déjà installés et d'énormes projets d'accélération. Également le premier producteur éolien avec 2,8 gigawatts. Et je rappelais que nous sommes le deuxième producteur en matière d'hydraulique avec le renouvellement de la concession de la CNR et notre volonté évidemment d'en faire un instrument majeur de développement du territoire. Et vous le savez également, premier opérateur de réseau de chaleur, commencé par celui de Rennes ici, et également le premier opérateur en France de réseau de froid. Toutes ces solutions que certains aiment parfois opposer doivent se compléter, car nous avons besoin d'absolument toutes les solutions pour réussir la transition énergétique. Le groupe a fixé comme ambition d'atteindre 80 gigawatts mondialement installés en termes d'énergie renouvelable. Et la France ne sera évidemment pas oubliée dans ce domaine. Nous souhaitons rester le leader des énergies renouvelables et également dans tout ce qui peut être énergie marine. Une ambition forte sur le biométhane, je le rappelais, avec une cible à 4 TWh d'ici 2030. Et également en matière d'hydrogène vert. Alors,
Je cite notamment notre projet avec Énergie Morbihan pour de l'hydrogène vert à Vannes. Je suis désolé auprès de tous les projets que nous faisons en partenariat avec des tas d'autres syndicats d'énergie. Je n'aurai pas le temps de tous les citer, mais je sais que c'est cet ancrage dans les territoires qui fait le succès d'Engie et que nous avons voulu matérialiser par la création d'un label, le label TED pour Transition énergétique durable, qui reprenait toute la démarche exemplaire pour faciliter l'acceptabilité des projets d'Engie en matière de nouveaux projets. En relisant mes notes, je me suis dit on aurait dû l'appeler en fait territoire énergétique durable plutôt que transition énergétique durable, parce que oui, c'est bien grâce à vous, grâce à cet ancrage dans les territoires, qui n'est porté par personne mieux que par les élus et les services de la FNCCR, que nous pouvons évidemment réussir cet ancrage et convaincre nos habitants. On parlait avec le président Pinta juste avant mon intervention du fait que toutes les filières énergétiques, à un moment ou à un autre, subissent des assauts, subissent des critiques. Le nucléaire, l'éolien, le biométhane commence, le solaire commence. Alors certains sont un peu mieux acceptés que d'autres. Oui, il faut le savoir, il y aura toujours le syndrome NIMBY, il y aura toujours des visions idéalistes de certains croyant qu'on pourra trouver un jour l'énergie merveilleuse qui n'a aucun effet secondaire. Oui, bien sûr, produire de l'énergie, c'est difficile. Mais le plus important, c'est de jouer solidairement des solutions au plus proche des territoires pour non seulement produire demain de l'énergie durable, mais être sûr qu'elle sera en permanence à disposition de nos populations au moment où elles en ont besoin, là où elles en ont besoin. Et c'est pour ça, effectivement, que cette logique de réseau et cette logique de partenariat qui anime depuis des décennies les relations entre la FNCCR et Engie est essentielle. Merci beaucoup de votre attention et à votre disposition pour un échange de questions-réponses. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, je vous invite à rejoindre les fauteuils. On va effectivement prendre une vingtaine de minutes de discussion avec vous. Et bien sûr, la salle pourra tout à fait interagir dans cette discussion qui commence petit à petit à se remplir un peu plus, mais c'est très clairsemé. Alors n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous voir un petit peu. Alors est-ce qu'il y a des micros qui bien sûr vous seront proposés? Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a une question? Je vois monsieur devant. Attendez que le micro arrive vers vous et vous aurez la gentillesse de vous présenter s'il vous plaît. Merci Monsieur Sauvage, merci pour ces propos extrêmement éclairants, toujours très clairs. Lorsque vous vous exprimez, c'est un vrai plaisir de vous entendre. J'ai une question, donc je suis Sébastien Picot, je m'occupe d'un groupement d'achat d'énergie pour le département du Puy-de-Dôme. Je suis le directeur général délégué du territoire énergie Puy-de-Dôme. Vous nous avez éclairé et vous avez cité notamment la conjonction de 3 événements majeurs dont l'occurrence était très peu probable pour expliquer, analyser, on va dire, les envolées des marchés de gros de l'énergie pour cette année 2022 et puis pour les livraisons futures. Dans la mesure où nous faisons preuve de résilience, vous l'avez développé dans vos propos, et dans l'optique où il est donc encore plus improbable qu'une conjonction similaire se reproduise, au moins à court terme. Que pensez-vous des positions commerciales de certains fournisseurs d'énergie qui refusent aujourd'hui d'honorer des contrats d'énergie souscrits par des acheteurs publics ou qui refusent même de répondre à des appels d'offres pour des positions futures? Et pouvez-vous nous éclairer sur la stratégie d'Engie sur cette question du marché de détail auprès des collectivités adhérentes à ces groupements? Et pour vous mettre à l'aise, je vous précise que sur le territoire du Puy-de-Dôme, Engie n'est pas dans notre groupement titulaire d'un accord cadre. Mais voilà, je voulais avoir votre sentiment à ce sujet. Cette question difficile de la crise sur la fourniture également. Bien sûr, merci. Alors, dans votre question, il y a pour moi deux points très différents. Il y a est-ce qu'on honore un contrat? La réponse est oui, évidemment. Je n'imagine pas qu'une entreprise responsable, alors sauf dépôt de bilan, qui est arrivé, il y a quelques opérateurs qui ont déposé le bilan, mais je n'imagine pas que les acteurs responsables n'honorent pas leur signature. Après, il y a la question de quel renouvellement de contrat, et c'est là où il faut dire les choses comme elles sont.
les événements dont je parlais, oui, on espère bien qu'un jour, un certain nombre de choses reviendront. EDF a fait des annonces et on espère tous qu'ils vont pouvoir ramener un certain nombre de réacteurs en production. Ça va prendre du temps et la deuxième chose assez certaine, c'est que la capacité de la Russie à être un fournisseur fiable de l'Europe est très durablement dégradée. Donc aujourd'hui, on arrive à faire face avec le gaz naturel liquéfié. On ne réglera pas non plus le problème en un mois. Et ce n'est pas comme la crise de 2009 où pendant 3 semaines, il n'y avait plus du tout de flux entre l'Ukraine, à travers l'Ukraine et de gaz russe, qui avait été à l'époque déjà une crise gazière forte, mais il y avait un espoir, comme ce n'était qu'un différend commercial, qu'on revienne à la normale. Ici, si revenir à la normale dans nos relations avec les Russes, c'est revenir à l'état avant-guerre, ça n'arrivera jamais. Donc oui, cette situation de décalage est durable. Et en électricité, je pense, se rajoute un phénomène qui est que les types de contrats vont profondément évoluer, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, la politique, c'était, depuis des années, c'était une volonté parfaitement légitime des deux parties, producteurs comme consommateurs, et donc acheteurs, de stabiliser les prix par avance. D'où des contrats préfixes, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quasiment tous les producteurs d'électricité avaient cette politique. Alors, avec chacun avait ses pourcentages de combien je vends à 3 ans, à 2 ans, mais globalement, toute la profession y trouvait un intérêt, c'était de la stabilité. Donc pour les entreprises productrices, ça permettait d'avoir une communication financière claire vis-à-vis des actionnaires. Pour les consommateurs, ça leur donnait de la lisibilité, de la visibilité. Si vous êtes producteur, je prends l'hydraulique au hasard, et que brusquement un été, vous vous retrouvez dans un scénario qui sort de vos statistiques, vous vous retrouvez dans la situation de dire j'ai vendu d'avance mon électricité, il faut maintenant que je la rachète au spot et beaucoup plus cher que ce que j'ai vendu. C'est pas quelque chose que vous avez envie de faire très souvent. Parce que là, pour le coup, vos actionnaires vous disent attendez, je comprends pas. Comment vous m'expliquez, alors que vous êtes producteur, que les prix flambent, qu'en fait vous perdez de l'argent? Et je comprends qu'une grande entreprise électrique pour laquelle j'ai beaucoup de respect s'est retrouvée aussi dans cette situation. Et donc la vision de dire pour ces producteurs oui, je vais vendre d'avance ma production a complètement changé face à ces aléas qui sont finalement plus élevés que ce qu'ils avaient anticipé. Et donc ils n'auront pas les mêmes volumes que par le passé qu'ils souhaiteront vendre. Ils en auront toujours un peu, mais pas les mêmes volumes. Et donc il va falloir que l'ensemble du secteur trouve de nouvelles manières de fonctionner. Alors avec certains acheteurs disant peut-être que je vais prendre du risque. Et je ne suis pas du tout en train de dire il faut que les acheteurs basculent sur des prix de marché. On sait que typiquement un pays qui l'avait fait, le régulateur belge, avait poussé l'indexation et les contrats de vente de gaz indexés sur les marchés. Les factures de nos clients belges, c'est une horreur. Enfin, déjà en France, c'est difficile, en Belgique, et vous avez vu qu'au Royaume-Uni aussi, c'est une catastrophe pour les mêmes raisons. Donc je ne suis pas du tout en train de dire la seule solution, c'est que demain, les clients prennent le risque marché. Maintenant, on n'aura pas les mêmes volumes de prix fixes que ce qu'on avait par le passé, parce qu'un certain nombre de producteurs vont être obligés de rajouter des marges de précaution et ils ne vendront pas autant à prix fixe qu'ils le faisaient par le passé. Donc il va falloir retrouver ce nouvel équilibre, peut-être en achetant plus progressivement pour certains en acceptant une prise de risque un peu plus élevée. Là aussi, je pense que ça serait une erreur de basculer 100% indexé marché spot. Bon, si c'est une partie de vos achats, voilà, il va falloir trouver ce juste équilibre, tant pour les producteurs que pour les acheteurs, et donc les clients. Et bien évidemment, la situation n'est pas la même pour un industriel qui peut s'effacer temporairement, pour un particulier, etc. Mais oui, c'est légitime qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui disent on ne peut pas vous faire des offres prix fixes, ou on ne peut pas vous faire des offres ayant ce type de profil, parce qu'on ne peut juste pas les trouver sur les marchés. Ça, c'est la deuxième chose qui m'étonne. C'est pour l'instant, alors vous voyez que le débat monte. Alors il y a des tas d'idées. Nous, depuis le premier jour, Engie, on avait proposé de mettre un cap de prix sur les prix de marché du gaz, en indiquant que de toute façon, il suffisait de mettre le cap à un niveau suffisamment élevé pour que le GNL vienne d'Asie en Europe, et qu'au-dessus, c'est juste du surprofit pour la Russie et pour la Norvège. Bon, l'idée monte. Il y a maintenant une quinzaine de pays qui ont écrit pour dire qu'ils y étaient favorables à la Commission européenne. Bon, la Commission continue à dire oui, mais c'est important de garder des signaux de marché. Enfin, de quoi parle-t-on? Pour moi, aujourd'hui, oui, il y a toujours des prix sur les écrans. Je faisais référence, j'ai regardé avant de parler, des prix sur les écrans du gaz, etc. Mais il n'y a pas de profondeur de marché, et tous les acteurs disent non, sur les prix pour l'année prochaine en élec, on ne peut pas trouver des gros volumes. Donc ça n'est pas un vrai marché au sens où il n'est pas profond et liquide. Il est à peu près transparent,
mais ni profond ni liquide. Et donc, là aussi, j'en ai pas parlé dans mon discours, mais il va falloir totalement essayer de réinventer des nouveaux modes de fonctionnement du marché collectivement. Et c'est difficile parce qu'il y a des États membres dans des situations très différentes. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a quelques théoriciens adeptes de théorie et pas de pragmatisme, notamment à la Commission européenne. Et cet effort collectif, on va y arriver. Et pour moi, la solution n'est ni un retour à des monopoles historiques, ni le système actuel qui montre ses limites, parce qu'on voit bien, et c'est pour ça que je me réjouissais du fait qu'on ait réussi à faire réguler les stockages, on voit bien que des infrastructures essentielles, à un moment, oui, il faut que quelqu'un paye la valeur assurantielle. Alors après, vous pouvez payer la valeur assurantielle en rendant des assurances obligatoires. Hein. L'assurance automobile, il n'y a pas de monopole et tout le monde doit avoir une assurance automobile. Et il y a des systèmes de fonds de solidarité qui font que les quelques personnes pas assurées, on indemnise quand même ceux avec qui elles ont des accidents. Mais il va falloir trouver cette solution parce que oui, aujourd'hui, toute la manière dont on fonctionnait, notamment en électricité, ne pourra pas fonctionner de la même manière dans les années qui viennent. Pour les raisons que j'indiquais, c'est que la plupart des producteurs vont être obligés de vendre beaucoup moins que par le passé, de peur de devoir racheter très cher des quantités qu'ils auraient déjà vendues et d'être incapables de l'expliquer à leurs actionnaires. Et by the way, comme vous le savez, les entreprises pétrolières n'ont jamais eu ces politiques de couverture. Et pour une raison très simple, c'est que quand vous allez à la station-service prendre de l'essence, vous achetez au spot. Et vous n'avez pas de possibilité de dire je veux acheter mon essence, alors sauf si vous êtes un très gros acheteur, mais un particulier comme moi, je n'ai pas encore trouvé la station de service qui me dit je te garantis le prix de l'essence pour les 2 ans qui viennent. Voilà. Donc il va falloir trouver ce juste milieu et ça va être un challenge pour tout le monde. Et je pense que vous avez un rôle majeur à jouer dans votre capacité de faire des groupements d'achat et effectivement d'essayer, là aussi, tous les risques quand on le fait dans des structures collectives, ce n'est pas la même chose que quand on le fait individuellement. Merci pour cette explication qui montre qu'on est entré dans un monde nouveau dont les contours sont peut-être encore un peu à définir, voire beaucoup. Alors je vois une main qui se lève au milieu devant, là. Voilà. Le micro arrive vers vous. Oui, Yves Simon, président du syndicat de l'Allier. Merci, Monsieur Sauvage, pour votre exposé toujours brillant et très clair et sans langue de bois. 2-3 interrogations. J'ai une DSP sur un réseau de chaleur avec une de vos filiales. Et au jour d'aujourd'hui, n'ayant pas garanti ces achats de gaz, nous sommes obligés de faire une évolution assez sensible des tarifs. Et j'attire l'attention parce que ça va poser d'énormes problèmes dans le sens où il y a 3 logements sociaux derrière, il y a un lycée et c'est très compliqué de faire du rétroactif. C'est un sujet vraiment très très embêtant pour nous. La deuxième chose, et je sais votre attachement, disons, à structurer les démarches, sur tout ce qui est énergie nouvelle, et vous l'avez soulevé, l'acceptabilité. Hier, on m'a auditionné à l'Assemblée nationale sur ce sujet dans le cadre du tourisme, mais c'est aussi que quelque part, on a oublié les communes. On les a oubliées sur la maîtrise du foncier pour le photovoltaïque. Et je prends mon cas de maire d'une petite commune de 300 habitants. Nous avons un projet de 50 hectares de panneaux photovoltaïques. Et la location des terrains, nous sommes devenus propriétaires, va nous permettre d'accompagner le monde agricole, qui est en très grande difficulté, va nous permettre, je vais dire, de faire une baisse d'impôts et va nous permettre d'améliorer tout ce qui est social. Et je suis projet pilote EDF aujourd'hui, mais je pense qu'il faut qu'on remette au centre et au cœur des débats la maîtrise du foncier, je vais dire en particulier sur le photovoltaïque. Parce que seuls, je le dis, les maires ont capacité à choisir des terrains qui n'auront pas de nuisance vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du tourisme, etc. Alors qu'aujourd'hui, je suis dans un département où il y a 7000 hectares de déposés en préfecture pour du photovoltaïque. C'est en totale anarchie, y compris anarchie, de nos capacités d'injection, ce qui est très compliqué. Et le dernier point, et je sais votre attachement, nous en avions débattu sur un webinaire, le développement de la méta. Développement de la méta, je veux dire, on a passé un début d'année 2022 très compliqué, avec des offres qui n'étaient pas acceptables, puisqu'elles ne permettaient pas un retour sur investissement. Là aussi, je vais le dire, la DGEC n'a pas été très claire, parce que l'opposition formelle sur la méthanisation nous pose problème. Et dans tous ces sujets, ce que l'on attend au niveau des collectivités,
c'est les possibilités que nous aurons éventuellement à contractualiser, je vais dire, sur certaines productions locales. Et là aussi, on intéressera, je vais dire, le développement et éventuellement l'acceptabilité. Dans un département comme l'Allier, nous allons être à 12% d'autofourniture de biogaz en 2023. Et nous avons fait un calcul tout simple. Les collectivités de l'Allier aujourd'hui, avec 10 méthaniseurs, ont fourni 100% de la production de gaz. Donc c'est plein de réflexions, mais je connais votre pertinence et je connais aussi l'écoute que vous avez auprès des autorités. C'est pour ça que je me permets de soulever ces 3 sujets. Merci à vous. Merci pour votre intervention. Alors, on essaye des réponses concises pour prendre d'autres questions derrière, s'il vous plaît. Oui, d'abord, je voulais vous remercier effectivement pour vos mots aimables. Après, oui, on essaye de faire passer quelques idées auprès du gouvernement, mais là encore, je crois qu'à un moment, pour convaincre le pouvoir politique et l'administration, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de l'administration dans l'élaboration des décisions politiques, c'est aussi la convergence de vues des différents acteurs qui l'emporte. Et donc c'est important qu'on puisse porter les mêmes messages. Bon, il est clair que je parlais de la manière dont leur vision du stockage de gaz a complètement changé. Bon, heureusement, on se réjouit de voir que dans le dernier communiqué de presse, la ministre s'est félicitée de l'accélération des projets de biométhane. Bon, il y a un an, les services nous tombaient dessus en disant c'est scandaleux, ça va beaucoup plus vite que prévu et ça va coûter très cher. Bon, et vous le savez, depuis très longtemps, j'explique qu'un jour le biométhane coûtera moins cher que le gaz naturel, sous réserve de prendre en compte la valeur carbone qui doit y être attachée. J'ai le sentiment qu'il y a quelques années, un certain nombre de gens accueillaient ça avec scepticisme. J'irais presque jusqu'à dire que certains me prenaient pour un fou. Évidemment, le monde a complètement changé et leur vision du oui, ça devient acceptable. Pour ça que pour moi, le bon développement, on s'était réjoui de voir que le précédent gouvernement avait voté les certificats de production de biométhane. Donc l'idée d'incorporer progressivement du biométhane dans les offres pour les clients particuliers, là aussi, on parlait du volonté de tout le monde d'avoir de la stabilité sur ses prix. Il est clair que cette vision de dire pour tous les fournisseurs et pour les clients, pourquoi pas avoir progressivement 2%, 5%, 10% de biométhane obligatoire dans ma facture, dès lors que ça sera un niveau fixe relativement stable, la vision va complètement changer sur la pertinence de ce dispositif. Donc pour moi, c'est celui-là qui doit être l'avenir du biométhane, plutôt que de s'engueuler avec le ministère du Budget chaque année sur le nouveau tarif de rachat et combien il doit changer et est-ce qu'il faut passer par le contribuable. Je pense qu'à terme, il vaut mieux faire payer par les clients. Et ça, c'est le deuxième sujet, c'est que je pense qu'il est très important qu'on donne les outils permettant aux clients de dire oui, j'achète de l'électricité verte, oui, j'achète du gaz vert. Et je suis toujours très embêté de voir certains dire ah oui, mais l'électron que je consomme, c'est pas forcément celui qui a été produit. Alors, on est d'accord, acheter des garanties d'origine en Islande l'été pour se chauffer en France l'hiver, c'est un scandale. Maintenant, on peut avoir des systèmes de garantie d'origine qui reflètent à peu près la réalité des fonctionnements des réseaux. Et à terme, on ne réussira cette transition énergétique si on a des clients qui peuvent dire oui, j'achète du vert. Et ceux qui disent on va faire des lignes directes entre les éoliennes et les usines, c'est complètement absurde. Il faut au contraire évidemment profiter de cette chance qu'on a d'avoir des réseaux électriques certes perfectibles, des réseaux de gaz également perfectibles, grâce aux élus qui vont challenger les opérateurs de réseau. Mais il faut qu'on profite de ça. Et dernier point, j'en resterai là, c'est vrai que quand j'entends certains dire « Ah oui, mais… » De la même manière que certains nous disaient, il va falloir fermer les stockages de gaz. Ah oui, mais dans certaines zones, quand il y aura moins de consommation, est-ce qu'il ne faudrait pas enlever les réseaux de gaz? Enfin, quelle absurdité. Ils sont là, profitons-en, faisons-en des réseaux de collecte de biométhane et laissons cette possibilité à tout le monde de se connecter un jour. Et l'image que j'aime bien donner face à ceux qui disent « Ah oui, mais est-ce qu'on aura toujours besoin de ces réseaux ?» C'est dire normalement, il y a sûrement dans cette salle un système incendie permettant de se prémunir contre un incendie. Ce n'est pas parce qu'on ne l'utilise pas qu'il faut le démanteler. Et donc, même un réseau moins utilisé ou pas utilisé, il faut le garder parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut avoir des ruptures technologiques qui amèneraient à pouvoir les utiliser pour d'autres vecteurs énergétiques ou on peut avoir tout simplement des incidents qui rendraient très utile le fait de pouvoir les réutiliser. Donc, profitons de ces réseaux qui existent déjà, que ce soit, je le rappelais, des réseaux de chaleur, des réseaux de froid, des réseaux électriques, des réseaux de gaz. Et demain, ils seront complétés par des réseaux d'hydrogène, j'en doute pas. Très bien. Allez-y, si vous avez envie d'applaudir, c'est pour ça. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je n'ai pas vu d'autres. Ah bah si, monsieur devant.
Oui, bonjour. Écoutez, moi j'ai une question. Philippe Moisson, je suis le président du SDE 18 et ça va rejoindre l'intervention de mon collègue de l'Allier. D'ailleurs, j'ai écrit à ce titre-là à la FNCCR. Au niveau du département du Cher, on a un département rural où on produit du biométhane. On a aujourd'hui de plus en plus d'unités de méthanisation. Ça se passe au niveau acceptabilité pas trop mal. Produire local, c'est bien. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est consommer local. Et quand on demande aux collectivités de laisser passer des canalisations et qu'on met en place des conventions, les maires des communes rurales nous disent c'est bien de voir passer les trains, mais on aimerait bien que les trains s'arrêtent chez nous. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que vous puissiez, compte tenu de votre position, qu'on soit tous ensemble là-dessus. Moi, j'ai alerté les parlementaires du département, je suis aussi président de l'association des maires du Cher, de manière à ce que, si on veut de l'acceptabilité sur les ENR, on puisse produire local, produire vert et consommer vert dans nos beaux territoires ruraux. Les agriculteurs, c'est une possibilité pour eux de gagner de l'argent, de sortir d'un marasme agricole. On peut en parler longtemps, mais si on veut que ça marche pour les agriculteurs et pour l'acceptabilité des citoyens, je pense qu'il faut produire local et consommer local. Aujourd'hui, voilà, on le fait, on essaie de le faire pour l'alimentaire avec de la vente directe de nos exploitations agricoles. Il serait bien de le faire aussi pour nos ENR et en particulier pour le gaz. Merci. Non, merci de cette intervention. Je vois que le président Pinta est complètement d'accord. Vous avez raison. Et d'ailleurs, quand on fait des offres, on s'aperçoit qu'une offre de gaz local attire beaucoup plus nos citoyens et nos clients qu'une offre de gaz vert. En fait, c'est beaucoup plus parlant pour eux. Et oui, c'est un vrai sujet, la capacité de desserte lorsqu'on doit tirer un réseau. Et je pense qu'il faut trouver une solution. Et je préfère cette solution à la solution monétaire. On nous dit il faut donner de l'argent et faire des retombées, parce que je crois qu'effectivement, pour beaucoup de nos citoyens, s'inscrire dans un projet de territoire est plus important qu'avoir quelques argents en plus. Alors, on refuse jamais un peu d'argent en plus, mais je pense qu'il faut d'abord s'inscrire dans un projet de territoire, et c'est un sujet qu'il faut qu'on soulève. Il y a eu un très gros travail de fait dans les schémas de desserte et autres, et il faut qu'on trouve une solution pour améliorer cette problématique, la desserte complémentaire dans les raccordements des méthaniseurs. Vous avez évoqué tout à l'heure que les réseaux pouvaient éventuellement plus tard servir à quelque chose. On n'a pas trop évoqué l'hydrogène, qui est quand même un sujet assez important en ce moment. Beaucoup d'argent est mis sur la table. GRTgaz travaille notamment à des projets de méthanation. Il y a des projets de stockage d'hydrogène avec Ipster. Il y a des projets de conversion de réseau gaz en réseau hydrogène. Il y a même du transport transfrontalier avec Fluxys, que vous travaillez beaucoup sur le sujet. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'échelle de temps, enfin c'est peut-être une autre échelle de temps que celle de la crise qu'on vit aujourd'hui, est quand même cohérente par rapport à la façon dont on doit gérer vos infrastructures sur le très long terme? Je pense que l'échelle de temps est cohérente, parce que l'hydrogène n'a de sens que s'il est vert. Si c'est développer la demande d'hydrogène pour utiliser l'hydrogène qui sera fait par vaporéformage de gaz naturel, le bilan carbone est bien plus mauvais que celui de l'usage immédiat du gaz naturel. Donc c'est un peu comme certains pays qui veulent pousser le véhicule électrique alors que leur électricité est faite avec du charbon. À un moment, oui, on est convaincu que la solution 2050 d'une énergie zéro carbone passe par une utilisation significative du vecteur hydrogène. Le faire maintenant, pousser la consommation d'hydrogène maintenant, sera un mauvais bilan carbone. Donc il faut évidemment se préparer à ça et inscrire ça dans des actions dans la durée, avec d'abord des clusters industriels, décarboner l'hydrogène déjà consommé par l'industrie, qui, je le rappelle aujourd'hui, en fait, produit à partir de gaz naturel, et petit à petit travailler sur toutes ces avancées technologiques qui nous permettront d'avoir de l'hydrogène vert. Et pour le coup, nous sommes convaincus qu'il faudra certainement en importer, parce qu'il y a des endroits sur Terre, et souvent c'est des endroits en plus peu densément peuplés, où la possibilité d'avoir de l'énergie renouvelable abondante et pas chère est beaucoup plus développée qu'en France. Donc dès lors que les coûts de transport de l'hydrogène baisseront, et les technologies pourront permettre de la faire baisser, enfin, il y a 60 ans, imaginez que les méthaniers Qmax du Qatar puissent traverser le monde, on ne l'imaginait pas. Or ça y est, donc un jour on aura sûrement les mêmes technologies pour l'hydrogène, et à ce moment-là, le choix le plus économique, ça sera d'aller produire l'hydrogène là où il y aura de l'énergie renouvelable pas chère, et de le rapporter en Europe. Alors il n'y aura pas que ça, il y aura aussi de la production locale. Là encore, il faudra avoir cette palette de solutions à notre disposition. Donc oui, il faut faire ça dans le temps, et surtout pas pousser les usages trop vite, sinon le bilan carbone est mauvais. Et c'est la même chose si vous poussez trop vite l'électrification avant de décarboner suffisamment votre électricité.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui, je vois un monsieur là-haut qui lève sa main. Oui, bonjour, Didier Lebars, vice-président en charge du gaz à Énergie Eure-et-Loire. Je voulais savoir qu'est-ce qui va en être du tarif réglementé de vente qui doit être supprimé l'année prochaine. Est-ce qu'il sera maintenu ou est-ce qu'il sera repoussé, vu le contexte actuel? Alors, évidemment, la décision n'est pas de notre sort. Ce qu'on entend le plus dire, parce que c'est une loi, c'est une obligation européenne, c'est l'idée d'avoir quelque chose, un signal qui permet aux gens d'avoir une référence. Et ça, depuis un certain temps, nous, depuis le début, on l'a proposé aux régulateurs, c'est qu'ils gardent la publication d'une sorte d'indice de référence sur lequel les acteurs peuvent se raccrocher et qui permet de la transparence, qui pourrait être sur les sites du régulateur, fixé par le régulateur. Mais je n'entends pas dire pour l'instant, même si la demande monte, que le gouvernement envisagerait de prolonger les tarifs réglementés du gaz. Je crois que quelqu'un a déjà pris le micro là-bas, oui. Oui, Xavier Hubert, président du siège 27, département de l'Eure. Monsieur Sauvage, juste une petite réflexion par rapport à la réponse que vous avez faite à la question précédente sur la production d'hydrogène vert. Je suis étonné que vous disiez finalement que c'est plutôt à l'étranger que les perspectives se fassent. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un risque de mettre à mal la souveraineté nationale que nous essayons en matière d'énergie de créer et finalement de nous rendre dépendants avec tous les risques que l'on connaît, politiques, géopolitiques, d'une production qui serait faite à l'étranger? Merci de votre question qui me permet de préciser ma réponse, puisque je pense avoir à un moment dit il y aura aussi de la production locale. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il ne faut pas les opposer. Il y aura de la production locale et il y aura, à mon avis, aussi des importations pour des raisons d'équilibre coût. Mais là encore, le vrai sujet, c'est de trouver la meilleure solution économique et de ne pas être en situation de dépendance. Donc il ne faudrait pas se retrouver en situation de ne pas pouvoir faire face à des ruptures d'approvisionnement ou des choses comme ça. Mais oui, il y aura de la production d'hydrogène vert local. Maintenant, c'est un challenge énorme d'avoir suffisamment d'énergie renouvelable en France. Et c'est une remarque de bon sens de dire, vous allez dans certaines zones au Brésil, vous avez des endroits où il n'y a pas âme qui vive et du vent qui souffle 90% du temps. Donc à cet endroit-là, vous avez de l'énergie renouvelable dans des conditions de compétitivité qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut espérer avoir un jour en France. Donc je n'oppose pas, il y aura évidemment de l'hydrogène produit localement en France. Je dis juste, aujourd'hui, on n'a pas assez d'énergie renouvelable pour faire face à nos usages. Donc, et je rappelais, il y a encore beaucoup de centrales à charbon qui tournent en Europe, les centrales à gaz qui fonctionnent en ce moment à plein, etc. Donc, électrifier trop vite ou dire on va utiliser de l'électricité pour produire de l'hydrogène renouvelable, si la contrepartie de ça, c'est que ça maintient des centrales à charbon en fonctionnement en Europe ou ailleurs dans le monde, c'est pas la meilleure réponse d'un point de vue bilan carbone. Maintenant, oui, il faudra développer des solutions adaptées au territoire dans lesquelles l'hydrogène vert prendra toute sa place. Très bien. Alors, on va prendre une dernière question pour finir cette session de discussion avec Édouard Sauvage. Si personne ne lève la main, moi j'en ai une toute petite, peut-être pour enchaîner et finir sur cet aspect géopolitique. Hier même, sur cette scène, Michel Derdevé rappelait que l'énergie est quand même un enjeu qui peut parfois être violent. On l'a vu évidemment avec la crise en Ukraine autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Récemment, le Nord Stream a subi apparemment un sabotage. Enfin, évidemment, ça sort un peu des thématiques qu'on vient d'aborder ici, mais quand on gère des infrastructures à une échelle européenne, en l'occurrence, ce qui est votre cas, cette question de la sécurité, est-ce qu'elle risque à un moment donné de devenir trop prégnante et peut-être bloquer d'autres sujets ? Non, elle est prégnante et c'est bien pour ça que je le rappelais que la politique qui nous avait été demandée, en tout cas dans les infrastructures gazières, c'est vous devez pouvoir faire face à la rupture totale d'une des sources d'approvisionnement, que ce soit le gaz venant de Russie, ça c'est la vision géopolitique, que ce soit un terminal GNL qui aurait un incident d'exploitation durable ou un gazoduc offshore qui serait périmé. La difficulté, c'est qu'on avait ça en place, d'où le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui de difficulté, les stockages sont pleins et sauf nouvel accident, il ne devrait pas y avoir de problème pour passer l'hiver gazier.
et encore moins s'il y a les gestes de sobriété et si la production électrique sollicite moins le gaz, puisque aujourd'hui, le seul domaine dans lequel la demande de gaz augmente, c'est la production d'électricité en Europe, il faut en être conscient. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, cette sécurité, on l'avait en place, on pouvait faire face à la rupture du russe. Évidemment, maintenant, il n'y a pas une deuxième sécurité derrière. Et donc, on est en train de travailler sur quel stockage supplémentaire on pourrait faire rapidement, quelles extensions rapides on pourrait faire. On a augmenté la capacité du terminal de Fos de 20 TWh simplement en revoyant nos processus de réchauffement du gaz naturel liquéfié et en obtenant une autorisation administrative de modifier notre processus. Je le dis, alors c'est très sérieux, j'essaie de le dire avec une pointe d'humour. En gros, on nous a autorisé à rafraîchir la Méditerranée, puisqu'on a accéléré le début et donc on envoie plus d'eau fraîche dans la Méditerranée. Alors c'était très sérieux, parce qu'évidemment, quand vous l'envoyez à un endroit donné, sur cette zone-là, il y a un impact. Globalement, pour la Méditerranée, ça ne fait pas de mal de la rafraîchir. Mais c'est vrai que d'habitude, on parle plutôt de réchauffement. Ça a été fait très sérieusement et ça a quand même permis d'augmenter de 20 TWh. La capacité de ce terminal, c'est pas rien. Donc on regarde toutes ces solutions pour trouver effectivement des réponses, sachant que, je l'ai dit, pour moi, la meilleure chose qui substituera au gaz russe, mais ça va prendre quelques années, c'est évidemment du biométhane produit localement. Et plus on aura de la production locale, et ça répond à la question, je reviens là-dessus, on a beaucoup de projets d'hydrogène vert en France. La production locale, c'est une sécurité ultime, mais ça n'interdit pas à un moment d'aller chercher d'autres sources énergétiques qui seraient moins chères et compétitives. Là encore, c'est vraiment ce bon sens populaire, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et il faut continuer à diversifier. Donc oui, on a aujourd'hui un système tendu qui ne pourrait pas faire face à un aléa aussi grave que celui qu'on a en même temps sur la crise russe. Bon, mais si, évidemment, on fait tout pour regarder ce qu'il faudra faire dans un tel cas de figure. Et là, on le sait bien, ça passera par du délestage et des rationnements obligatoires. Merci. Monsieur Pintat, un mot de conclusion de cette session? Oui, non, un mot de conclusion très rapide, je crois que tout le monde partagera. C'est d'abord pour remercier Édouard Sauvage de la clarté de ses propos, et puis j'ai beaucoup apprécié la pédagogie qu'il a mis à expliquer les mécanismes, les difficultés que nous connaissons aujourd'hui et la description donc des enjeux qui sont devant nous. Avec le groupe Engie, nous avons beaucoup de points de convergence communs, hein, notamment je citerai bien sûr le biogaz ou les contrats d'achat à long terme. Donc nous sommes tout à fait disposés, notre fédération, les AODE, à travailler avec vous pour pouvoir mettre au point ces dispositifs. Voilà, encore une fois, je crois qu'on peut le remercier. Bravo, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très pédagogue. Bravo. Merci à vous deux. On va faire 10 minutes de pause avant que la clôture ait lieu. Donc on se retrouve ici dans 10 minutes et on vous dit voilà, à tout de suite. Merci.